Donc, ne trompez plus ceux qui vous regardent. Vous êtes un enseignant. Permettez que moi aussi je parle. Duval, permettez. Je suis membre du collectif qui a monté les procédures. Il ne peut pas dire que moi, nous étions tellement ignorants que la notion de délai nous échappait. Ça s'appelle me manquer du respect. Je vais poser deux questions. Attendez. Je suis donc obligé de vous expliquer la différence entre l'irrecevabilité et l'incompétence. Et que ceux qui vous renseignent, qu'ils aient le courage de vous dire de lever souvenir à Mondovision, caricaturer les gens, humilier les gens, insulter les gens, les présenter sous un jour qui n'est pas le leur, alors que vous êtes ignorants. Il y a une loi qui dit qu'il y a un maître qui surveille le processus électoral. Cette loi, son article 15 dit que le Conseil constitutionnel veille à la régularité du processus électoral au Cameroun. Full stop. Oui. Vous avez l'honneur d'évoquer les articles 26 et 27, même pas contre le Conseil constitutionnel, mais au profit de la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente. Laissez-moi finir. Le processus électoral commence quand? Est-ce que vous pourrez avoir le courage ou bien la gentillesse de me suivre? Donc, en termes de quelle est la structure qui doit suivre les élections, vous ne connaissiez pas la base, je vous ai donné la base légale. C'est la loi, c'est clair, c'est net. À partir de quel moment? Laissez-moi finir. Sinon, on n'écoute pas. Allez-y, finissez, maître. Maintenant, le Conseil constitutionnel a fui ses compétences, a fui son travail, a renvoyé son travail chez quelqu'un qui n'avait pas de loi pour statuer. Quand il demande qu'on a saisi le Conseil électoral et ensuite la Cour d'appel, le Conseil constitutionnel oublie qu'il n'y a pas la loi qui permet à ces deux instances-là, à la Cour d'appel, d'apprécier du contentieux de l'application de l'article 80. La seule personne qui avait qualité pour le faire, c'était le Conseil constitutionnel. Je sais que ça vous échappe un peu, mais je suis obligé d'être terre à terre. La Cour d'appel n'est compétente que s'il y a erreur, il y a omission, ou bien le doublon. Or, pour que ce soit cela, il faut que la liste nationale soit publiée. Très bien. Or, voilà un monsieur qui dit à un bébé de 6 mois d'aller porter un seau d'eau de 20 litres. Il ne marche pas. Il ne peut pas soulever. La seule chose, c'est que je ne peux pas. Donc, l'enfant de 6 mois là qui dit je ne peux pas, physiquement, tout le monde voit qu'il ne peut pas. Moralement, intellectuellement, tout le monde voit qu'il ne peut pas. C'est normal. C'est la loi qui lui a dit tu ne peux pas. La loi de la nature. Que tout le monde sait. Ce n'est pas que la loi n'existe pas. Un enfant de 6 mois ne peut pas porter un seau d'eau de 20 litres. Celui qui doit porter en toutes circonstances, c'est son parent, de par la loi, qui dit que le père est garant. Il est le responsable. Donc, j'insiste depuis le premier jour. Le Conseil constitutionnel s'est défaussé. Je vais vous expliquer pourquoi encore. Prenez le courage de lire en littéraire la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel. C'est écrit à la majorité des membres. Ça veut dire que s'ils sont 15, on a réussi à faire pression sur 8. Ça fait à la majorité. Il y avait 7 contre. Lisez ça entre les lignes. Il y avait 7 contre sur 15. S'ils étaient 15. Il faut les lire pour vous. Ensuite, vous développez un discours kafkaïen sur les procédures, vous ne connaissez pas les délais. La première question que vous devez vous poser, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente ou bien l'a déclarée irrecevable le recours. Vous connaissez la différence? Bien sûr. Très bien. Pourquoi vous n'évoquez pas l'irrecevabilité? Vous êtes un mauvais enseignant. Excusez-moi, hein, sur ce coup-là. Non, je dis sur ce coup. Non, sur ce coup. Sur ce coup. Sur ce coup. Non. Permettez que j'explique. Non. Je retire, mais on va y arriver. Vous ne pouvez pas dire que la banane doit mûrir avant qu'on ne consomme. La banane mûrit, vous dites qu'on ne peut pas la consommer. C'est compliqué, non? Alors, si le MRC a loupé les délais
on ne parlera jamais de l'incompétence. On parlera de l'irrecevabilité. Or, celui qui sait lire 1, 2, 3, 4, 5, il prend la décision rendue par la cour d'appel. Chacun a ça dans son téléphone. Déclarons le recours recevable, comme fait dans les formes et les délais légaux. Au fond, nous déclarons incompétents parce que nous ne sommes pas dans le cas de l'omission, des erreurs et des doublons. Article 81. Donc, ne trompez plus ceux qui vous regardent. Vous êtes un enseignant. Alors, l'enseignant n'est pas obligé de tout savoir. Maître, avançons. Mais je crois que sur ce coup-là, vous ne devez pas le dire parce qu'il a bien indiqué au début de l'émission. Non, il a introduit le délai de 30 jours pour berner ceux qui regardaient. Et c'était faux. Maître, permettez. Oui. Il a dit l'enseignant ne doit pas mentir. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a indiqué qu'il est enseignant d'histoire politique. Oui. Et il a bien reconnu qu'il n'est pas suffisamment outillé en droit. Non. Donc vous n'avez pas besoin de... Non, il nous attend. Moi, je suis membre du collectif. Permettez que moi aussi je parle. Duval, permettez. Je suis membre du collectif qui a monté les procédures. Il ne peut pas dire que moi, nous étions tellement ignorants que la notion de délai nous échappait. Ça s'appelle me manquer du respect. Je vais poser deux questions. Attendez. Je suis donc obligé de vous expliquer la différence entre l'irrecevabilité et l'incompétence. Et que ceux qui vous renseignent, qu'ils aient le courage de vous dire de lever à Mondovision, caricaturer les gens, humilier les gens, insulter les gens, les présenter sous un jour qui n'est pas le leur, alors que vous êtes ignorant. Je vais poser vous devez avoir le courage de retirer. Maître Gueffak, je crois que je vais vous suspendre de parole parce que même quand je veux prendre la parole, c'est moi qui modère le débat. Désolé. Alors si vous ne voulez pas me respecter, je vais retirer la parole. Et désolé Duval. Que le patron du plateau. Voilà. 20 secondes. Vous voulez dire quelque chose en 2 secondes et puis on avance. 20 secondes. Oui. C'est quoi le rôle des tribunaux administratifs au Cameroun? Maître Nguefa. Allez-y, répondez. Je ne sais pas. C'est quoi le rôle des tribunaux? Bon, il ne sait pas, on va avancer. Moi, je ne connais pas. Alors, on avance. Quel est l'intérêt de la question par rapport au débat? Il faut évoluer. Non, on va avancer. Donc, je voulais dire à Maître Gueffak que je ne suis pas d'accord, qu'il le dise que c'est un ignorant. Il a bien indiqué de façon humble et sobre au début de son propos. Non. S'il vous plaît, il a dit, Maître, il a dit qu'il n'est pas suffisamment outillé en droit, il est enseignant d'histoire politique, donc ça devait, n'est-ce pas, vous permettre de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent lui échapper. Je voudrais qu'on avance maintenant sur la question. On ne revient plus en arrière, Maître Gueffak. Maintenant, je pose la question sur le sujet que je développais avec Maître Tchekali. Le formalisme judiciaire, tout le monde y est astreint, même l'État, même les agents publics. Sinon, on risque de se trouver dans une situation où l'État de droit est en péril. La question que je vais poser, c'est est-ce que les tribunaux d'exception, eux aussi, sont astreints à l'obligation du respect du formalisme en milieu judiciaire? Oui, Duval, quand vous lisez le discours du monsieur le procureur général près de la Cour suprême, c'est un discours politique qui s'adresse aux ignorants. Nous avons besoin des états généraux de la justice. Et ce n'est pas le procureur général qui doit nous donner l'impression qu'il a quelqu'un au-dessus de lui en tant que garant du pouvoir judiciaire. En tant que garant du pouvoir judiciaire, en tant que garant de la procédure pénale, ce n'est pas le procureur général qui doit faire comme si c'est un homme du quartier qui se plaint de la justice. C'est lui le maître mot, c'est lui le Janus, c'est lui le Dieu. Il est inconcevable qu'un policier mette sa vie en danger, qu'il aille déterrer le bandit dans leur cachette, on envoie à son parquet, parce que procédure suivie, le parquet, son parquet à lui, l'hiver, et qui vient nous tenir s'il y a des discours. Non. Ce pays se meurt parce que la justice l'a voulu. À mon patron dit que si vous avez le pouvoir, vous devez l'exercer. Quand vous ne l'exercez pas, vous êtes mou. Quand vous ne l'exercez pas, quelqu'un prend. Le pouvoir judiciaire s'est aliéné au profit du pouvoir législatif. Et il paye le tribut. Il faut des états généraux pour que les choses soient à leur place. Mais quel est l'intérêt des états généraux puisqu'ils rappellent la loi, les dispositions? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de respecter la loi comme il dit? Alors, très bien. Dans l'organigramme, pour qu'on soit pratique, le procureur général est le patron de tous les auxiliaires de justice, c'est-à-dire tous les officiers qui sont formés là. C'est lui le patron. Ce n'est pas le président de la République. Ça veut dire que si un procureur de la République, qui n'est que son démembrement, dit à un général, le général voit le mot
du procureur de la République, votre jeune petit frère, qui est procureur de la République, le général oublie qu'il a tout ce qu'il y a comme nomination. Parce que c'est son patron qui a dit. Mais qu'est-ce que nous vivons sur la pratique? Le procureur n'est plus procureur. Il est quelqu'un comme ça. Et il voit, et il laisse faire. Et il nous entretient avec des discours. Au lieu de faire quoi? Au lieu d'assumer et de démontrer que ce pouvoir lui revient. Je vais vous poser une question bête. Il veut qu'il fasse quoi? On attend quoi de qui par rapport à son discours? Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est en train de s'adresser aux acteurs, notamment. Qui est l'acteur? Alors, les acteurs, c'est les officiers de police judiciaire. Il leur a dit qu'ils sont astreints, eux aussi, à l'obligation du respect du formalisme judiciaire. Officiers de police. Je vais vous donner un cas. Faisons de la casuistique. Celui qui aime parler du MRC. Avec quel mandat ils avaient embastillé le professeur Maurice Kamto? Perquisition. Il a fallu la France pour qu'on lève ce mandat. Il parle de quoi? Il a fallu qu'un jeune homme, monsieur le président de la France, dise que si tu ne libères pas de cette forfaiture, tu ne viens pas voir ma ville. C'est humiliant. Il s'agit de quoi? Mandat de perquisition, c'est-à-dire on vient fouiller vos tiroirs. On arrive plutôt, on arrête quelqu'un alors qu'il y a des mandats appropriés. Et c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Les autres sont les démembrements. Il faut des états généraux. Ça, c'est des discours pourris. On ne peut pas classer ça au même rythme que le discours de la doyenne. Parce que la doyenne ne gère rien. Elle est seulement membre d'une association qu'on appelle le RDPC. À un moment donné, elle dit de l'intérieur, arrêtons. Il n'y a pas match entre les deux discours. Il n'y a pas de point de rencontre. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui refuse totalement et définitivement de l'exercer. Et quelqu'un qui est dans une association qui dit, nous allons mourir. Je fais ma part, je dénonce. C'est tout. Messieurs, je voudrais qu'on s'arrête dans quelques minutes, mais en évoquant rapidement cet autre sujet. Je commence peut-être avec vous, Edmond Kamgia. Il s'agit de ces... Non, avec vous d'abord, M. Cheikh Ali Assad, avant de revenir à Edmond. Ces deux chercheurs qui ont été tués avec leur guide, ça fait beaucoup de bruit. Et quelle impression que ça vous donne? Quelle est la leçon qu'il faut tirer de cette situation-là au regard non seulement du contexte, de la situation sécuritaire, mais, n'est-ce pas, du respect de l'état de droit? Nous sommes justement en plein dedans. Oui. Nous sommes en plein dedans. Ce que Menguefak dit, ce que je disais tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'on brûle les gens? Pourquoi est-ce qu'on brûle les voleurs à Douala? Quand je dis qu'on brûle les voleurs à Douala, on brûle les voleurs dans les quartiers, les New Bell, les Bipanda. Tous les endroits où on brûle les voleurs ont une particularité, c'est dans les milieux pauvres. Si vous voulez par ordre de croissance, le premier facteur qui pousse les populations à brûler les suspects, c'est le désamour, c'est la méfiance qu'ils ont, que ces populations ont envers le système judiciaire. Lorsque nous nous méfions de la justice, nous préférons faire justice nous-mêmes. Vous allez remarquer le deuxième facteur, c'est que tous les gens qui recourent à la justice populaire sont des populations qui ont le sentiment d'être marginalisées. Les habitants de l'arrondissement de Soulédé qui ont brûlé les chercheurs là, ils ont le même sentiment vis-à-vis de l'administration que les habitants de Bipanda ou c'est des townships de New Bell ou je ne sais pas. Contrairement au ministre qui a parlé des nordistes qui tuent leurs enfants, non, c'est pas ça. Il faut, comme on l'a dit, que la justice redore son blason pour que les populations cessent d'avoir recours à la justice populaire avec son lot de malentendus et de cruauté. Je ne suis pas en train de dire qu'on a bien fait de brûler ces chercheurs, parce qu'après on s'est rendu compte que ce n'est pas des voleurs. Mais je dis, si on veut que la justice populaire disparaisse, il faut qu'on ait une justice crédible. Excusez-moi, ça me fait mal parce que je sors d'un déplacement. D'ailleurs, vous le savez, je ne vais pas citer la ville. Je suis arrivé chez moi hier à 3h du matin parce que je suis allé intervenir dans un dossier où un citoyen a fait 24 jours de garde à vue. Vous voulez qu'après ça, les gens
les gens aient du respect vis-à-vis de l'institution judiciaire. Les gens qui ont brûlé les chercheurs là, quel cri est-ce qu'ils poussaient? Ils disaient, ça sera la même chose quand on va livrer ces bandits à la gendarmerie, on va les libérer. C'est toujours comme ça. On a tué un pasteur dernièrement, on a livré les assassins là, aux gendarmes, les gendarmes l'ont laissé. C'est exactement avec ces mêmes cris qu'on brûle les voleurs à Bipanda, ou bien qu'on brûle les voleurs à Bonaberi, ou je ne sais pas, à Briqueterie, ou n'importe où. Qu'on cesse de chercher midi à 14h. Vous ne voulez pas qu'il y ait vous ne voulez plus qu'il y ait de justice populaire. Mettez à la disposition des Camerounais une justice crédible. Ok. Quelle est votre réaction par rapport à la question Raymond Biri, des chercheurs tués? D'ailleurs, le syndicat des chercheurs a dû organiser une grève pour protester contre cela. Quelles leçons tirer? D'abord, il faut saluer la mémoire de ces personnes. J'étais dans une situation similaire. C'est pour ça que j'ai aimé quand vous avez mis le thème dans le débat d'aujourd'hui. J'étais dans une situation similaire en 2015, lorsque je faisais mon mémoire sur les questions stratégiques de travail, sur les comités de vigilance. Et en une minute, je vais vous raconter, je suis quitté d'ici à Douala sur l'encadrement du professeur Aboya Manassé, sans publicité. Et je ne connaissais pas le coin. J'ai pris le bus à cette époque pour Amarwa Poukousiri. Seulement quand vous arrivez au niveau de Zigagay, je parle encore sur votre contrôle, vous êtes dans la zone. C'était la zone rouge à l'époque. Il fallait attendre au moins 3 bus de touristique pour être escorté avec une pick-up du BI devant et derrière. Mais seulement quand on s'en va, on traverse le pont de l'LB, on arrive quelque part là en zone de crise, et puis il y a une roue de bus qui se perd, ça arrête le convoi. Et moi je ne parle pas Kotoko, je ne parle pas arabe choix. Je descends, j'ai mon téléphone, je me mets à filmer, et puis il y a des mamans là qui montrent le doigt et parlent, et puis je me fais arrêter par le billet. Or, les règles étaient, quand vous êtes dans la zone, il vous est interdit de filmer, vous devez même éteindre le téléphone. Parce que c'est comme vous envoyez des signaux au Boko Haram et ils interceptent le convoi. Ça, je ne savais pas. Je me suis fait arrêter là, et par des soldats de rang. Et j'ai dû monter mon attestation de recherche, j'ai dû dire que je travaillais à l'université catholique, j'ai dû dire... Et puis l'officier supérieur, au moins, il m'a compris, il m'a remis mes trucs, je suis reparti. Deuxième incident, j'arrive à Koussiri. Rapidement, parce que... Oui, pour vous dire à quel point je ne comprends pas cette affaire. Je vais au commissariat central à Koussiri, je dis, bon, moi je suis chercheur, voilà. On m'arrête là 3 heures de temps, on m'interroge. Pour dire que quoi? Pour dire... Est-ce que ces chercheurs avaient tous les documents? À la police, on m'a envoyé chez le préfet, on m'a dit, allez, va demander une autorisation de circuler dans le département, faites des investigations, interrogez les gens et tout ça. Bon, finalement, je suis sorti de là. Quand je suis revenu, je me suis dit, mais j'étais où là? Mais ces chercheurs, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ça, c'est le traitement politique de la chose. Ça ne va pas, la justice ne va pas. Mais il faut se poser des questions de fond. Et je pense qu'une enquête a été ouverte pour voir en réalité qu'est-ce qui s'est passé tout simplement. Ne mettons pas de l'émotion, ne prenons pas déjà ça sur le prisme de nos querelles politiques tout simplement, maître chèque. C'est vous qui voyez la politique par... Très bien. Alors, Edmond Kambia, est-ce que c'est l'échec de la justice classique? D'abord, j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes. Ensuite, je partage l'idée selon laquelle il y a un gros problème entre l'administration et les administrés. Dans la plupart des régions qui sont sinistrées, pauvres, où il y a la misère, et l'extrême nord en général, depuis le déclenchement de la guerre depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram et même la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, il y a un décret du Premier ministre qui dit que le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord sont des zones économiquement sinistrées. Et elles sont effectivement économiquement sinistrées. Donc les populations vivent dans la misère totale dans ces régions-là. Et comme nous parlons de l'extrême nord, je pense que la question de la justice populaire, elle est générale, mais en même temps, elle se renforce dans les zones où les populations souffrent. Ça, c'est une réalité. Restons dans le cadre de ces chercheurs qui ont été tués pour dire qu'il y a, j'espère qu'il n'y a pas un malentendu. Parce que lorsque des chercheurs vont sur le terrain, surtout dans un terrain qu'ils ne maîtrisent pas bien, ils vont avec un guide comme c'était le cas, mais avec des autorisations nécessaires des autorités compétentes. C'est-à-dire passer par le préfet ou le sous-préfet, le chef du village. Je ne comprends pas qu'avec un guide, malgré la présence du guide, ils aient pu être tués. Parce qu'en général, le guide, c'est un gars du coin. Donc, il y a quelque chose que j'espère l'enquête va permettre de révéler. Il faut donc attendre, maître Augustin Ngeffa, que l'enquête livre les résultats pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé. Je n'ai pas connaissance des cas précédents.
Donc pour moi, je dis c'est malheureux. J'adresse mes condoléances les plus sincères à leur famille. Je crois que ceci doit servir d'expérience à nos gouvernants pour qu'ils encadrent davantage les chercheurs dans ce pays qui est devenu très très difficile à vivre. Presque 6 régions sur 10 sont difficiles de circulation. C'est tout ce que je peux dire.